Alors, les constats donc, qui nous ont amenés à travailler sur des diagnostics hydrosédimentaires. Les deux premiers, étaient liés aux phénomènes d'érosion régressive qui ont été consécutifs aux extractions dans le lit mineur et à tous les stades d'effondrement de berges, un peu comme sur d'autres cours d'eau, là, ce que j'ai entendu, beaucoup de préoccupations de riverains, de voir des terrains partir, de la divagation. Voilà, ça a été la lutte contre le rééquilibrage, enfin la lutte contre le rééquilibrage, disons les conséquences, contre les conséquences du rééquilibrage du lit de la Dordogne a beaucoup occupé les politiques publiques dans les années 80-90 avec beaucoup de stabilisation de berges, etc. Une fois, quand cette politique de stabilisation de berges s'est un peu calmée, les préoccupations ont continué d'exister. Hein. Le mouvement de la rivière, les conséquences des extractions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est assez indirect, en fait. C'est quand on s'est préoccupé on a travaillé sur la question des éclusées hydroélectriques, donc la modification des régimes qui étaient liés à la grande hydroélectricité qui est en amont du bassin de la Dordogne, nous ont amené à étudier le sujet et à s'apercevoir que la modification des régimes hydroélectriques avait non seulement des effets de mortalité sur les piscicoles liés aux variations de débit très rapides, mais aussi avait semblé avoir assez fortement enclenché une évolution de la morphologie et des habitats. Donc ça a été un premier constat, et notamment avec l'apparition de pas mal d'habitats de berges qui s'étaient boisés et qui devenaient des secteurs beaucoup plus sensibles au piégeage de poissons lors des éclusées. Et finalement, le travail sur les éclusées nous a amené à regarder le travail sur les éclusées et ses conséquences en termes de mortalité piscicole nous a aussi amené à élargir, enfin en tout cas percevoir les choses d'une autre façon sous l'angle de l'évolution des habitats, de la morphologie de la rivière. Autre constat de départ, l'effondrement des populations de poissons migrateurs, alors qui est lié à des tas de sujets, mais une des pistes de réflexion, une des hypothèses possibles était la dégradation des zones de reproduction des zones de frai et donc de la qualité sédimentaire des zones de frai. Donc dans différents secteurs d'ailleurs et pour différentes espèces. Les grands salmonidés, le saumon, mais aussi les aloses et les lamproies marines dans une partie plus aval. Les constats de déconnexion d'annexe hydraulique, donc d'incision et déconnexion d'annexe hydraulique avec là aussi la végétalisation, rapidité des phénomènes de végétalisation des bancs. Donc, sur la Dordogne, dès qu'un banc, il y avait une pratique régulière d'essartement, de dévégétalisation des bancs. En fait, vous pouvez constater que la revégétalisation de tous ces bancs essartés était extrêmement rapide. En l'espace de 5 ou 6 ans, on avait des taillis de peupliers noirs qui se développaient à très grande vitesse. Également un constat qui était c'est l'expansion des herbiers aquatiques. Il y a eu des constats dans plusieurs secteurs de développement très très important d'herbiers de type renoncule aquatique, d'ailleurs des habitats d'intérêt écologique, mais qui ont été constatés comme véritablement en grande expansion et dont on a creusé un petit peu la question. L'expansion est liée sans doute à une modification du régime des crues, mais peut-être probablement aussi à une question sédimentaire. Ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément été creusées. Et puis ensuite, la modification du régime des crues. Donc, les grands barrages ont
une capacité de stockage de l'amont du bassin, une très grande capacité de stockage et donc de l'aminage des crues. Et donc, il y avait bien une perception que cette évolution du régime hydrologique avait des impacts sur la morphologie. Quelque chose qui n'était pas complètement appréhendé. Donc, voilà un peu une revue de tous les points d'entrée qui successivement ont contribué à nous amener à creuser des diagnostics sur les questions hydrosédimentaires. Olivier. Des petites questions, réactions? Il n'y a pas, comme ça, je parle d'érosion régressive et de déconnexion, certaines annexes hydrauliques, donc il y a des problèmes d'incision avérés. Oui, ouais, oui. Une question. Toutes ces problématiques, tout de suite, vous avez pu convaincre qu'il fallait aller dans une étude hydrosédimentaire. Il n'y avait pas de difficulté à faire le lien, convaincre. Ça, disons que ça, ce sont des éléments ce sont des points de départ. Ça n'a pas immédiatement débouché sur la nécessité de réaliser un diagnostic hydrosédimentaire. Ça a débouché sur des prospects, enfin des éléments de diagnostic qui se sont progressivement mis en place. On en parlera dans les autres diapos. Il y a eu des choses suite à ces constats, qui se sont mises en place et progressivement qui ont construit un raisonnement. Et au bout du compte, on verra besoin de faire des diagnostics sur le plan, enfin, vraiment ciblés sur les aspects hydrosédimentaires de façon précise, en fait. Il me semble, à l'analyse des différentes présentations, que c'est probablement celle-là qui met le plus en avant, ou qui met presque que en avant, presque, je dis bien, les enjeux de biodiversité, et moins d'autres perturbations en lien avec des ouvrages d'art, des berges, etc. Il me semble que la porte d'entrée de biodiversité, elle est très forte là, peut-être plus forte ici qu'ailleurs, et qu'elle permet également, dans un certain nombre de cas, d'avancer sur les territoires. C'est un constat que je fais. Voilà. Il y en a d'autres, peut-être que ça ne sera pas le cas. On parlait ce matin en disant, si on ne leur met pas les ouvrages d'art devant la tête à nos élus, des routes qui se pètent la gueule, etc., on n'y arrivera pas. On peut y arriver sur certains territoires dès lors que manifestement les enjeux de biodiversité sont forts. Parce que là, c'est quasiment que la biodiversité que tu cites. Hein. Oui, à part le premier point, peut-être. À part le. Ouais. Ouais, c'est là que le contexte sociologique, du coup aussi historique, compte énormément. C'est-à-dire que tu ne peux pas comparer, par exemple, la Garonne et la Dordogne, sachant que ce n'est pas le même niveau d'urbanisation. Les habitants mètres carrés n'ont pas du tout pareil sur le bassin de France. Donc forcément, il y a tout ce côté-là qui doit être pris en compte aussi au moment où tu cites tes enjeux. Je pense. Après, il y a le côté un peu culturel aussi. Enfin, je sais que nous, dans l'Aude, il n'y a que la Haute-Vallée de l'Aude, qui était un secteur extrêmement réputé pour la pêche à la truite, où ils ont une vraie culture environnementale, ils ne sont pas à défendre ça. Et après, le reste, en général, autour du discours méditerranéen, les problèmes d'environnement s'en fichent complètement. Il y a de la losse sur l'Aude. Ouais, enfin, tout à fait. Ils s'en foutent. Alors que, moi j'ai fait des études en Franche-Comté, des territoires comme la Franche-Comté, déjà dans le Limousin, il y a beaucoup plus culturellement, l'environnement est beaucoup plus important. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'état de dégradation? Ouais. Quand tu as quelque chose, tu vois, sur la Dordogne qui est encore assez un petit peu pareil, donc à sauvage, tu as préservé les espèces, donc elles sont encore là et en nombre, et du coup c'est visible, tu as envie de les protéger, alors que quand il n'y en a plus, il n'y a plus rien à protéger. Peut-être ce constat-là aussi, c'est important de connaître l'état aussi fonctionnel actuel, parce que tu protèges tout ce qui existe encore. Donc,
Il y a ça, et puis ça peut rejoindre le volet économique, dans le sens où c'est des régions assez touristiques, où le tourisme vert recherche d'un cadre de vie est assez prégnant. En réaction justement avec ce qui est en train de se dire, c'est vrai que sur la Franche-Comté, l'aspect biodiversité et faune piscicole était très importante, mais ça a été plus un levier pour étudier vraiment la qualité et les sources de pollution de la qualité de l'eau plutôt que la question hydrosédimentaire, quoi. Mais c'est quand même un point qui ne sera pas à oublier. Ok. Olivier, juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que le fait que Épidore ait quand même un certain passif, entre guillemets, de discussion autour des questions de biodiversité n'a pas amené finalement aujourd'hui à pouvoir uniquement présenter ces enjeux-là pour mettre en place un programme LIFE? Je veux dire par là, par exemple, le sommet de la Dordogne que vous avez fait, etc. Est-ce que ça n'a pas été quand même des éléments déterminants pour au final simplement dire aujourd'hui, bah, vous voyez, si on travaille sur les questions de biodiversité, on sait qu'on va travailler aussi sur les autres enjeux. Tu vois, c'est une espèce de préparation du territoire finalement sur des années et des années qui ferait qu'aujourd'hui, juste l'argument biodive suffit. Je sais pas, je pense que c'est, comme le disait Mathieu, c'est un élément du territoire qui est fort, hein, le bassin de la Dordogne, un endroit très enclavé en fait, hein, donc qui a été beaucoup moins aménagé que d'autres, donc il y a des milieux naturels qui sont plus... Il y a l'aspect réserve de biosphère, etc., qui finalement peut-être a fait prendre conscience aussi à l'ensemble des... Tout à fait, mais l'aspect réserve de biosphère, il a été souhaité par les élus parce qu'il y a une évolution d'un milieu auquel ils tenaient, qu'ils avaient envie de conserver. Ils l'ont vu comme un moyen de motivation pour continuer de travailler sur ces aspects-là. Mais on parlait tout à l'heure d'enjeux de pêche. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, mais bien que il y a encore 15-20 ans, je crois qu'il y avait une centaine de pêcheurs professionnels sur la Dordogne. Aujourd'hui, il y en a peut-être plus que 40 ou 50, mais il y a encore 40 ou 50 pêcheurs professionnels. La Dordogne est une destination de pêche, je pense, de portée nationale. La pêche à l'ombre. Donc, il y a des activités. La baignade. Alors, la baignade dans la Dordogne est un élément extrêmement fort, et la baignade en eau libre. Voilà, se baigner dans une rivière avec une sensation de sécurité, de pratique quand même par rapport à la qualité de l'eau. Voilà, c'est des éléments extrêmement forts qui reposent sur la qualité du milieu. Donc derrière, il y a effectivement l'attractivité touristique, les pratiques de loisirs qui sont très très puissantes en fait. Derrière cette qualité d'environnement et de paysage. Et oui, mais du coup, avec des loisirs qui là sont en cohérence avec finalement vos objectifs aussi, quoi. Quand je vois sur la Charente, par exemple, sur l'aspect navigation, on n'est pas forcément sur les mêmes objectifs, quoi. On a une navigation avec des bateaux assez gros, avec pas mal de tirants d'eau, etc. Et donc qui ne correspondraient pas forcément à des actions de restauration du milieu, quoi, si on avait envie d'abaisser la ligne d'eau et compagnie. Okay. Je pense que du coup, là, ce qui ressort, c'est que à la fois, c'est un enjeu par rapport à des usages, et c'est aussi un indicateur de la qualité de l'eau qui va permettre un autre usage. Donc, il faut voir cet enjeu biodive, de toute façon, il est à la fois enjeu, selon les territoires, ou indicateur. C'est quand même un indicateur de la DCE, quoi. Donc, il faut le voir de cette manière-là. Ça peut être un objectif parce que ça va nous donner un indicateur de la bonne qualité du milieu, quoi. C'est à la fois une finalité à atteindre et ça peut être un enjeu qui peut motiver les gens selon les territoires. Bon,